Donc bonjour, aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour expliquer en fait les différentes prises de température et ainsi pouvoir renseigner la fiche de mise en service et le document CERFA. Je rappelle que le document CERFA est un document obligatoire qui atteste de l'étanchéité d'une installation frigorifique. Donc le matériel doit être éprouvé au moins une fois par an. Le détecteur, il faut le contrôler plus souvent parce que c'est quand même un élément sensible. Donc nous retrouvons ici à droite un jeu de manifold, étalonné bien évidemment, un thermomètre, un multimètre, et puis notre fameux détecteur de fuite électronique, et puis quelques petits matériels, clés à molette, clés de frigoriste, et puis les bouchons de vanne. Donc voilà, nous avons pu voir la chambre froide, le système, et puis nous avons pu voir aussi le matériel nécessaire. Nous allons regarder maintenant le schéma fluidique de l'installation. Donc notre installation est composée de différents éléments. Nous avons dans un premier temps les éléments de base d'une installation. Donc je pense au compresseur, je pense au condenseur, à l'organe de détente et puis à l'évaporateur. Ce sont les quatre éléments de base d'une installation thermodynamique. Et puis, il y a des éléments annexes. Je pense aux éléments de régulation ou de sécurité. Et puis, il y a des éléments qui nous permettent de bloquer le passage du fluide manuellement ou bien de pouvoir raccorder notre matériel donc pour être en lien, je pense, aux vannes de service. Au niveau des relevés de température, nous allons dans un premier temps prendre la pression d'évaporation avec sa température et puis la pression de condensation avec sa température. Je vous invite à regarder la vidéo sur mon blog ou bien sur YouTube, comment monter des manifolds sur une installation. Donc voilà, il faut savoir que notre installation était au R404 et puis nous l'avons transformé pour fonctionner au R452. Voilà. Attelons-nous maintenant à prendre les pressions et les températures. Donc on va commencer à prendre les valeurs. Pour ce faire, on va commencer à lire nos pressions sur la basse pression ainsi que sur la haute pression. Ainsi, sur la basse pression, nous pourrons lire 1,4 bar. Sur la haute pression, nous lirons aux alentours de 15 bars, 15,2 bars nous pouvons lire ici. Voilà, donc nous avons vu nos lectures de pression d'évaporation et pression de condensation. Regardons maintenant plus précisément comment sont prises ces températures et à quel endroit. Donc, nous nous remettons sur notre schéma fluidique et ici, nous pouvons voir en fait que nos températures, d'accord, sont prises, nos pressions, pardon, sont prises pour la basse pression à l'aspiration du compresseur. Donc, on est bien en vapeur. Et bien là, et puis la HP, où nous sommes pris hop, après le condenseur. Ce qui veut dire que nous sommes en phase liquide. Okay, donc, il ne faudra pas se tromper lors de la lecture. Pour cette lecture, nous allons prendre en fait un ABAC, l'ABAC du fluide frigorigène considéré. Okay, on va le partager ici. Donc, on voit la table thermodynamique de notre installation, OR452 ou XP44. Ici, nous pouvons voir les températures et puis les pressions. Ok, donc pression vapeur ici ou pression liquide. Ok. Ici, nous sommes en pression absolue. Ça veut dire que notre pression absolue, elle s'additionnera à un bar. Donc, si je réexplique mieux, je prendrai ma pression lui au manomètre et je rajouterai un bar. Ça me donnera ma pression absolue. Donc, pour la pression, la basse pression, ici, j'ai une pression de 1,4 bar, ce qui me donnera 2,4 bars. Donc, je descends mon abac, ok, et je vais venir sur 2,4 bars, hop, 2,42. Et nous sommes à moins 22, ok. Je vais faire la même chose pour ma pression à 15,2 bars. Donc là, 15,2 bars, je serai en liquide, je serai sur la deuxième colonne. Et là, je suis à 15,2 bars.
Hop. Donc, ça me fait 16,2. Hop, 16,22. Donc, j'aurai aux alentours de 35 degrés. 35 degrés en condensation. Je ne fais que prendre les températures à l'heure actuelle. Je n'analyse rien. Je n'ai pas encore toutes les informations nécessaires. Voilà, donc nous avons pu voir où nous avons pris nos pressions d'évaporation et de condensation. Alors, si on suit le cycle fluidique, voilà, nous sommes dans le compresseur, nous sortons du compresseur, nous désurchauffons, nous changeons d'état et derrière nous sous-refroidissons. Donc, nous devrons prendre la température sortie condenseur, la température du fluide, bien évidemment. Donc, nous l'appellerons θS cond. D'accord? Puisqu'on se trouve sur le groupe de condensation, donc le groupe de condensation est composé de plusieurs éléments. Un compresseur avec la vanne de service, un réservoir avec sa vanne de service, et puis le condenseur à air à convection forcée. Nous allons pouvoir relever plusieurs paramètres. Le premier paramètre que l'on se propose de relever, ça va être la température de sortie condenseur. Donc, si je prends mon installation, je vais avoir mon tube de sortie compresseur qui va aller sur l'entrée de mon condenseur et la sortie va être ici. Donc, je vais positionner mon thermomètre sur le tube et je vais pouvoir relever la sortie, la température de sortie. Hop. Donc nous pouvons relever 26 degrés. Donc nous avons vu maintenant où prendre la température sortie condenseur sur le fluide. Voilà, donc nous allons nous atteler maintenant à prendre les températures d'air au niveau de notre entrée et de notre sortie du condenseur. Donc nous avons l'entrée θAE et θS. Nous voyons bien le flux d'air. Donc l'air devrait rentrer normalement plus froide que la sortie. Prenons maintenant la température d'entrée d'air. Donc en fait, la température d'entrée d'air sur un condenseur, elle se fera toujours dans le sens extérieur pour pouvoir en fait souffler vers le compresseur et ainsi refroidir un maximum le compresseur. Prenons donc la température et celle-ci sera la température ambiante. La température où se trouve le condenseur. Ici, il fait 23 degrés. Prenons maintenant la température de sortie d'air au condenseur. Donc on a dit que l'air rentrait par ici et ressortir par ici. Je vais prendre la température au niveau de la sortie de mon flux d'air. Voilà, et je pourrais lire 29 degrés. Voilà, nous avons vu où prendre les températures sur la partie haute pression. Donc, le fluide, je le rappelle, va sortir de notre condenseur, va passer par notre réservoir de liquide, filtre, voyant, électrovanne, et va passer par notre organe de détente. Donc, sa fonction, ça va être de réduire le fluide de la haute pression à la basse pression et d'alimenter convenablement notre évaporateur en fluide frigorigène. Pour ce faire, pour pouvoir contrôler en fait la quantité de fluide, nous aurons pour obligation de prendre la température au bulbe. Donc, pourquoi prendre la température au bulbe? Pour ne pas avoir de coût de liquide à l'aspiration du compresseur, par exemple. Donc maintenant, on va prendre la température au niveau du bulbe, du détendeur. Donc ici, j'ai mon détendeur, c'est un détendeur thermostatique à égalisation interne de pression. Okay, donc on voit qu'il est givré, lui, tout simplement parce qu'il se trouve à l'extérieur de la chambre froide. Okay, normalement, il aurait fallu le calorifuger. Ici, nous avons une installation didactique, donc nous essayons de comprendre le fonctionnement. Pour prendre la température au bulbe, en fait, quand on dit température au bulbe, ce n'est pas sur le bulbe.
c'est température du tube au niveau du bulbe. Donc ici, j'ai positionné mon thermomètre, ok, au niveau de mon bulbe, et je relève ma température. Je peux constater que ma température au niveau du bulbe est de 6 degrés. Voilà, donc une fois la température au bulbe prise, il faudra vérifier en fait ce qui se passe sur l'air. Donc nous avons hein, notre rentrée d'air forcément qui devrait être plus chaude que la sortie d'air. D'accord? Pour pouvoir refroidir forcément une pièce, il faudra que la sortie d'air soit plus froide que la température ambiante. Donc travaillons maintenant sur la partie basse pression et notamment sur l'évaporateur. Donc l'évaporateur va être traversé par un flux d'air. L'entrée de mon flux d'air va donc être la température ambiante de la chambre froide et celle-ci sera de 12 degrés. On se propose maintenant d'étudier les différences de température sur l'air. Donc tout à l'heure on a vu les 12 degrés de notre chambre froide. Donc si on l'analyse, les 12 degrés ça va être ici, puisque notre flux d'air va rentrer par là et je vais avoir mon soufflage vers ici. Donc je vais prendre la sonde à la sortie de mon évaporateur, de ma batterie, et je vais relever ma température. Ici donc, je vais avoir au soufflage 6 degrés. Voilà, donc nous avons pris nos différentes températures et pressions hein, pour commencer à vérifier si notre installation est convenablement chargée. Alors ici, nous sommes dans un cas de figure purement théorique où le but est bien évidemment de savoir prendre les températures, pas de les analyser. Nous ferons une prochaine vidéo. Je tiens également à rappeler que voilà, θB, là, la température que l'on prend, ça sera la surchauffe fonctionnelle ou partielle. Ça ne sera pas la surchauffe totale. Si je dois prendre la surchauffe totale, je la prendrai vraiment à l'aspiration du compresseur. Nos valeurs sont presque terminées. Maintenant, il nous reste à prendre les tensions et les intensités. Donc maintenant, nous allons prendre les relevés, les valeurs de la tension électrique et de l'intensité électrique. Pour pouvoir travailler en toute sécurité sur la partie électrique, il nous faudra des équipements de protection individuels ou collectifs. Le premier équipement que l'on va avoir, ça va être le casque avec la visière là, qui nous permettra de protéger contre les rayons ultraviolets ou bien contre les projections. Le deuxième, ça va être les gants qui vont nous permettre de nous protéger contre une certaine tension. Ici, nous avons des gants qui nous permettent de protéger à 1000 volts. Pour le tester, je le prends de cette manière, je vais le tourner, je vais appuyer et je vais vérifier que mon gant reste gonflé. C'est ce qui me permettra de dire que mon gant est étanche. Le troisième paramètre, ça va être le tapis de sol, d'accord, qui nous permettra de vérifier que tout est testé, de ne pas être électrisé ou électrocuté. Pour pouvoir travailler sur la partie électrique, ici je vais utiliser un multimètre. Donc un multimètre, comme son nom l'indique, plusieurs mètres mesure. Sur mon multimètre, ici, je pourrais mesurer la tension continue ou alternative, la valeur de la résistance, on pourra mesurer ici les températures et les intensités. Prenons la valeur de tension. Donc, je vais tourner mon bouton jusqu'à arriver sur le bouton de tension. Et ici, sur mon écran digital, je vois apparaître des valeurs. Et juste à côté, là, on voit apparaître DC. Ça veut dire en fait que dans ce cas de figure, je suis en courant continu, direct courant en anglais. Je vais appuyer sur mode et je vais voir ici que je vais passer en AC, donc alternative courante, courant alternatif. Je vais donc pouvoir commencer à travailler sur ma partie électrique. Donc je vais m'équiper.
Et ici, je vais prendre mes fiches et je vais venir sur mon bornier là. Donc mon bornier est ici, je me mets entre ma phase et mon neutre, puisque dans ce cas de figure, je suis en monophasé. Et je vais regarder ma tension. Ici, la tension qui est indiquée, elle est de 273,4 volts. D'accord? Donc je rappelle que, normalement, EDF nous délivre une certaine tension, donc 230 volts, d'accord, en monophasé, ou 400 volts en triphasé. Nous avons pris notre tension, on voit qu'il y a une tension qui est convenable. Je vais pouvoir maintenant prendre mon intensité. Je vais travailler avec ma partie intensité, et ici je vois que j'ai plusieurs réglages. 1000 ampères, 400 ampères ou 40 ampères. Si je ne connais pas la valeur de mon récepteur, je vais commencer par travailler par la plus grande des valeurs pour pouvoir réduire jusqu'à avoir une lecture normale, visible. Ici, je vais me positionner directement à 40 ampères. Je sais pertinemment que mon récepteur ou mes éléments ne dépasseront jamais cette valeur-là. Pour ce faire, je vais ouvrir ma pince et je vais me mettre autour voilà, d'un fil. Et ici, je vais prendre ma valeur. Hop, je suis en continu. Voilà, là, je me suis mis en alternatif, on le voit, hein, alternative courante. Et la tension de mon récepteur, elle est de 2,67 ampères. Voilà pour les prises de tension et d'intensité. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris comment prendre les températures, comment calculer les différentes différences de température pour pouvoir remplir le document de mise en service et le document CERFA.